Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle TikTok organisée par l'agence Auguste et Louise. Je suis Yann Beck, je suis le cofondateur et directeur de création de l'agence. Devant la crise du Covid-19, on a ressenti un réel besoin, je dirais même un double besoin. On avait besoin de comprendre et d'expérimenter des choses. C'est pour ça qu'on a lancé TikTok. Alors, on expérimente des techniques de rencontre puisqu'on ne peut plus sortir de chez soi, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus faire de grands événements. Donc, on a lancé les rendez-vous one-to-one et on a également besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels fantastiques pour nous aider à décrypter ce que nous vivons et à rebondir parce que l'important, c'est de faire en sorte que la reprise soit certes la plus rapide possible, mais surtout que l'on sorte grandi de cette crise. Alors, le monde d'après la crise ne sera pas le même. Et honnêtement, même si c'est pas réellement forcément le matin du grand soir, comme dirait mon 68 art de père, euh, on dit qu'une habitude, elle se prend et elle se perd en quelques semaines. Là, ça tombe bien, on a perdu des habitudes, donc on va pouvoir en reprendre de nouvelles. Et c'est précisément l'intérêt de la conférence de ce matin qui est dédiée aux ressources humaines. Une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes, c'est un écosystème qui est très très complexe et qui est une richesse incroyable. Si cet écosystème ne marche pas bien, l'entreprise ne peut pas bien fonctionner. Une crise comme celle qu'on a vécue a profondément impacté les travailleurs qu'on est tous, tant sur le plan relationnel que émotionnel. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir redémarrer? Sur quelle base? Avec quelle méthode? Avec quelle vision? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 professionnels des ressources humaines qui sont absolument incroyables. On a Patrice Cazenave, qui est cofondatrice et CEO de Origin, qui est experte en conduite du changement et qui travaille beaucoup sur l'expérience client et collaborateur. On a Didier Piclet, qui est CEO d'Enoch Consulting, qui est conférencier, écrivain, qui vient de publier un livre qui s'appelle La Révolution du non. Et enfin, on a Franck Blanchard-Hoyer-Sabal, qui est président d'Exolis Révolution, qui est expert en recrutement. Alors, on va commencer avec Didier. Didier, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de recul? Est-ce que tu peux nous repositionner, nous faire un peu le portrait, le paysage, nous décrire un peu le paysage RH dans lequel on est aujourd'hui et celui qui nous attend qu'on va devoir mettre en place pour les semaines à venir? Avec plaisir. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Je crois qu'on a tous constaté sur les réseaux sociaux, un peu partout, qu'il y a beaucoup de gens qui appellent de leur vœu un monde meilleur. Hein. Tout le monde croit que les choses vont radicalement changer. D'autres sont plutôt pessimistes. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Pour ma part, je ne crois pas au grand soir, hein, que les choses soient bien claires, tout simplement parce qu'il faut relativiser. On parle de 60 jours de confinement qui, même s'ils ont impacté la planète entière, ça reste 60 jours. Hein. C'est évidemment inédit. 60 jours qui nous ont confrontés quotidiennement à la mort, et c'est pas rien, parce que dans une période où on n'arrêtait pas de parler de la quête de sens, etc., eh bien, être confronté à la finitude quotidienne avec ces compteurs qui passent sans arrêt, bien évidemment, ça fait réfléchir. Mais je ne pense pas que les mots de l'entreprise d'avant la crise vont disparaître par enchantement. Donc, je crois au contraire que beaucoup de choses vont s'accélérer. Alors, j'ai publié effectivement en janvier dernier mon dernier livre qui est La Révolution du non, dans lequel je nous projetais dans les 4-5 ans. Et je pense qu'il va y avoir une accélération des mutations parce que ce confinement aura été une sorte d'arrêt un peu inédit sur soi, nous a offert quelque chose de très précieux qui est le temps de réfléchir, parce que malheureusement, dans beaucoup d'organisations, le temps de la réflexion, c'est quasiment banni. Il faut être dans l'hyperaction, hyperproductivité, on n'a jamais le temps de réfléchir. Et c'est vrai que le monde de l'entreprise, depuis des années, alors ça ne date pas d'hier, hein, ça remonte déjà à 15-20 ans, s'est progressivement déshumanisé. Et ce qui est intéressant dans ce que nous vivions avant la crise et qui va s'amplifier après, c'est de regarder comment les jeunes générations, elles, réagissent. Les très jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, que moi j'ai baptisé depuis longtemps les mutants, elle ne veut plus perdre sa vie à la gagner. Et donc, ça a été les premiers à faire l'entreprise buissonnière, donc aux grandes dames des grandes organisations. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que depuis un bon moment,
il y a une sorte de révolution un peu de l'envie d'être des gens. L'envie d'être, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est être en vie. Et le problème, c'est que beaucoup d'organisations ne permettent pas d'être pleinement en vie, c'est-à-dire alignées sur soi, parce que les organisations sont désincarnées, parce qu'il y a beaucoup de discours creux sur la bienveillance, il y a beaucoup de formules un peu paravent aujourd'hui dans le monde corporate, et le problème, c'est que ça sonne faux, donc personne n'y croit. Beaucoup d'entreprises sont capables de dire qu'elles veulent des profils out of the box, comme on dit, des profils iconoclastes. Et puis, à peine vous êtes recruté, poum, on vous fait vite rentrer dans le moule. Le problème, c'est que vous n'avez pas envie, quand vous êtes dans le moule, de ressembler à une tarte. Et derrière le jeu de mots, c'est évidemment extrêmement important. Les gens veulent exister par eux-mêmes. Et ces dernières années, beaucoup d'organisations ne permettaient pas aux gens d'exister. Et donc, j'espère qu'il y aura des enseignements tirés. Alors, je lis beaucoup de choses intéressantes, bien évidemment, mais bon, je crains qu'il y ait un peu d'utopie. Et parce que derrière cette quête de sens, je crois qu'il faut surtout réhabiliter quelque chose d'essentiel, c'est le bon sens. À force de trop sophistiquer les relations, eh bien, on perd le bon sens de la relation. Et malheureusement, chacun d'entre nous, dans ces organisations, risque de perdre sa vie, de passer à côté de sa vie, alors que cette période de confinement nous a fait beaucoup réfléchir sur le sens même de notre vie. Moi, je suis sidéré depuis 10 ans de voir le jugement lapidaire qu'ont les jeunes sur l'entreprise. Ils disent c'est un monde froid, un monde dur, un monde dans lequel on ne s'épanouit pas. Or, ces organisations, c'est nous qui les avons créées. Or, à un moment donné, si ceux qui sont notre avenir ne sont pas capables de se projeter dans ces organisations, c'est qu'il y a un énorme problème. Je crois qu'on était avant la crise une sorte de point de non-retour, une sorte de rupture programmée. Bon, la chance qu'on a, c'est peut-être que cette pandémie va remettre un peu les compteurs à zéro, un peu les disques durs à zéro. En tous les cas, nous offre l'opportunité d'eux. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais nous offre l'opportunité d'eux. Parce que la vraie question, c'est, après le 11 mai, c'est pas simplement comment on va retourner au boulot, alors même s'il y a les bons kits du retour au boulot, etc., c'est surtout qu'est-ce que je veux faire de ma vie. La vraie question que des millions de salariés vont se poser lundi matin, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Après 2 mois, avoir eu du temps à réfléchir, après 2 mois, 60 jours, j'aime bien reprendre les 60 jours parce que ça relativise quand même la durée, à se dire, mais finalement, j'aimais pas avant, ou je voudrais que ça change. Comment ils vont réagir. Et je pense que cette notion d'équation sens et temps, qui nous est offerte avec ce confinement, va nous permettre de réfléchir au contenu de notre vie. Pendant très longtemps, on a eu un contenu quantitatif, toujours plus, l'avoir sur l'être, le statut, bien évidemment. Et puis, au final, on ne sait pas évaluer sa vie en termes de bonne action. Est-ce que j'ai une bonne vie, au sens qualitatif du terme? Et ça, je pense que ça va être quelque part un vrai défi pour chaque individu, mais aussi chaque organisation, parce que on sait bien, quand on arrive un peu à l'automne de sa vie, la plupart des êtres humains prennent conscience que la futilité du quantitatif n'a pas beaucoup de sens dans la balance de la vie. Et donc, à un moment donné, je pense que les employeurs vont être confrontés à ces questions existentielles qui ne seront pas forcément exprimées, parce que beaucoup de gens vont les garder pour eux-mêmes, mais elles seront là. Et c'est vrai que l'entreprise va devoir réfléchir au temps. Beaucoup trop d'entreprises sont tentées par ce thème qu'on voit un peu partout, rattraper ce qui a été perdu, rattraper le temps perdu. Donc on imagine déjà la pression qui va être mise sur les équipes, sur les salariés. Regardez plein d'exemples qui ont fleuri sur les réseaux sociaux de stress, de burn-out à cause du télétravail pendant ces 2 mois de confinement. On continue à marcher sur la tête. Or, la notion du temps va être une dimension absolument essentielle et il ne va pas falloir la masquer avec des artifices marketing
il va falloir être dans l'authenticité, d'être évidemment dans le vrai. Car que je crois que plus le confinement aura duré, plus les mots des commentateurs, des économistes vont créer un fossé incroyable avec cette envie d'être des gens. Moi, j'enrage actuellement de voir à quel point on nous programme pour accepter les licenciements massifs que, apparemment, la crise économique va être inévitablement, va engendrer inévitablement. Mais de quoi on parle? On parle de 60 jours d'arrêt plus ou moins fort de l'économie. Certes, 60 jours inédits au niveau mondial. Mais ces 60 jours, il y a encore 3 mois, l'emploi était à plein régime. Les boîtes, après des années de croissance, faisaient des profits incroyables. Et au nom de 60 petits jours, on va mettre du sang sur les murs partout. Eh bien là, je pense que dans les semaines et mois à venir, la responsabilité sociale et éthique des actionnaires va être en jeu. Alors, la question que je me pose finalement, c'est est-ce que pour redéfinir, puisque tu parles de redéfinir notre présence au travail, la qualité versus la quantité, etc., est-ce qu'il ne faut pas une rupture et est-ce que, parce que assez clairement, cette histoire de licenciement massif, y compris dans des groupes, on est bien d'accord, qui sont assis sur un matelas assez confortable et pourraient largement absorber le choc. On ne parle pas des toutes petites structures qui vraiment peinent énormément en ce moment, hein. Mais est-ce que finalement le fait d'avoir une rupture, y compris une casse sociale, ne va pas permettre justement de redéfinir un petit peu les choses? C'est-à-dire à des gens de se réinventer complètement. Parce que là, si lundi on retourne travailler et qu'on retourne dans la même routine, comment est-ce qu'on va pouvoir réellement changer? Écoute, j'aimerais l'espérer. Pour cela, c'est pour ça que je parle de la responsabilité sociale et morale des actionnaires. Parce que trop souvent, on laisse le débat dit RH des entreprises entre les mains des dirigeants. Or, dans les mois à venir, il va y avoir un débat avec les actionnaires, car il va falloir, dans certains grands groupes, beaucoup de courage pour accepter de ne pas gagner d'argent, voire de faire un bilan négatif. Alors, c'est iconoclaste par rapport à la doxa économique. Bien sûr que je vois déjà plein de gens qui vont critiquer le propos. Mais à un moment donné, c'est entre les mains des actionnaires que ça va se jouer. Si on redémarre lundi avec le seul credo, il faut rattraper le temps perdu, bien sûr c'est légitime, ça c'est évident. Mais si les politiques humaines qui vont accompagner ce rattrapons le temps perdu ne prennent pas en compte la dimension émotionnelle et la réflexion que les salariés vont avoir après 2 mois de confinement, eh bien là, on risque d'avoir une tension extrêmement, extrêmement forte parce que le rapport au temps, eh bien, va peut-être changer avec ces questions existentielles que chacun a pris. Moi, je crois que beaucoup de salariés vont avoir envie de changer de vie, très clairement. Quand tu sors de 2 mois de confinement dans 50 mètres carrés à 4 personnes, ben, tu auras envie peut-être d'aller t'installer à la campagne. Quand tu auras vérifié par toi-même que tu es efficace par télétravail, tu auras peut-être envie de ne plus te taper 2 heures de transport en commun serré comme des sardines pour aller bosser. Donc tu vas vouloir, de la part de ton employeur, une nouvelle relation. Il y a encore plein d'entreprises qui étaient contre le télétravail. Or, le télétravail a démontré son utilité, mais ça va s'inscrire aussi dans des projets de vie pour les individus. D'autres vont vouloir tout plaquer. Bon, ça, c'est l'inconnu post-Covid. On peut le deviner à travers tout ce qu'on lit, etc., qu'il va y avoir ces envies d'être qui vont s'exprimer. Charge évidemment aux entreprises d'être capables de prendre conscience que ces micro-secousses individuelles, c'est-à-dire ramenées à l'individu, peuvent changer le monde du travail. Parce que je pense que chacun aura envie d'être beaucoup plus maître un peu de son destin et, comme disait le poème, un peu plus capitaine de son âme plutôt que de subir. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, est-ce que finalement, les employeurs vont pouvoir l'accepter et comment surtout est-ce qu'on va pouvoir avoir cette conversation qui va consister
à ce que les salariés puissent exposer leurs véritables aspirations et à ce que les employeurs acceptent finalement d'écouter ça. C'est là que nous avons une opportunité formidable. Tu as dans ton introduction utilisé un terme que à titre personnel, j'ai horreur, c'est le terme de ressources humaines. On a l'opportunité de rompre avec ce maudit air de ressources au profit des relations humaines. C'est-à-dire que très clairement, on a une opportunité formidable pour les leaders, pour la fonction RH, de faire preuve de créativité humaine, qui commence par l'écoute. Le fameux top-down descendant classique qui impose, eh bien aujourd'hui on sait que c'est fini. En tous les cas, quoi qu'il en soit, même si on ne fait rien, à terme c'est révolu puisque les jeunes, eux, ne le voudront plus. Donc on a une opportunité formidable de repenser. Mais il faut du courage parce que très clairement, on va dire non de plus en plus au tout économique. On va dire non aux organisations déshumanisées. On va dire non aux dirigeants interchangeables qui ne pensent, entre guillemets, qu'à leur feuille de route court terme et accessoirement leur bonus. On va dire non aux actionnaires mus que par le court terme également. On va dire non, évidemment, aux slogans à la mode. Hein, le bonheur à tout va, garanti, estampillé, etc. Ça, on n'en peut plus parce que ça sonne faux. En revanche, il va y avoir évidemment un grand retour de l'authenticité. Je pense que les employeurs qui seront crédibles seront ceux capables de faire preuve d'authenticité. Et moi, je les invite à réfléchir à quelques idées que j'ai pu développer dans mon bouquin, mais qui seront des sources de réflexion. Je pense qu'on va voir apparaître, alors le mot va faire peur, parce que évidemment on est en France, on déforme les mots, on prend beaucoup les mots pour des idées, mais on va parler de leadership spirituel. Car je crois plus que jamais que les salariés vont vouloir des leaders qui incarnent leurs croyances. Il va falloir oser habiter sa mission plutôt que d'être simplement dans un rôle. Ça, c'est le premier point. Je pense que le leadership du cœur a beaucoup, beaucoup d'avenir, pour reprendre le titre du livre de Sami Khaled. Je pense aussi que les entreprises ont tout intérêt à réfléchir activement et pas sur le plan publicitaire à une raison d'être incarnée. Tu sais, il y a 2 ans, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat ont conceptualisé la raison d'être. Le problème, c'est que beaucoup de grosses boîtes ont délégué ça à leur agence de pub, donc ça sonne très creux. Or, la raison d'être, c'est une colonne vertébrale pour incarner la tribu humaine, la communauté humaine qui est derrière. Donc la raison d'être. Il va falloir aussi repenser les comités de direction. Allez, on va être gentil, 8 comités de direction sur 10, c'est de la mascarade humaine. Pourquoi ? Parce que les mecs se challenge. Je dis les mecs parce qu'il y a peu de femmes malheureusement au comité de direction, je suis le premier à le regretter. Mais ils se challenge, c'est un peu la cour d'école, c'est mon territoire, etc. Or, il faut faire cause commune sur le plan humain. C'est quoi l'ambition humaine de l'entreprise ? C'est quoi l'ambition humaine des comités de direction ? Et les salariés vont rendre leurs dirigeants comptables de leur politique humaine dans les années à venir. Il va falloir positiver le management, bien évidemment. Le management de sanctions, le management de pression, du tout de suite. On n'en peut plus. C'est ce qui est à l'origine de toute la détresse et des mal-être et des burn-out. Donc il va falloir, mais c'est valable aussi dans l'éducation nationale, qu'on développe plus de positivisme, plus d'encouragement pour entraîner les gens. Et ça va nous permettre aussi, il y a un petit écho, ça va nous permettre aussi de réenchanter le collectif par l'individu. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement prendre conscience que la communauté, ce n'est pas un tout, c'est une succession de tout partie de l'individu. Il va falloir aussi développer l'entrepreneuriat dans les entreprises parce que les salariés qui voudront d'autres vies, eh bien, plutôt de fermer la porte, il va falloir les accompagner. Et là, les entreprises auront tout intérêt à se grandir par cet accompagnement. Et puis, il va falloir, alors ça, je prêche évidemment depuis longtemps là-dessus, repenser le vivre ensemble à partir de rites et de cultures connues et reconnues par tous. Et là, j'en viens à un concept qui m'est cher, qui est le concept de marque employeur, qui est totalement galvaudé depuis des années. Eh bien, soit on en fait définitivement un concept bullshit, c'est-à-dire que de la cosmétique, soit c'est le miroir de l'ambition humaine de l'entreprise.
et on se donne une bonne fois pour toutes les moyens de le porter haut et fort. Donc, en synthèse, puisque je crois qu'il me reste que quelques minutes, je crois que ce qu'on va vivre là dans les mois à venir va être un formidable hymne à la liberté de chacun, la liberté de choisir, la liberté d'agir, bien évidemment, mais la liberté de vivre. Et si on ne change rien là-dessus, eh bien, il ne faut pas croire que les tensions sociales précédant la crise, etc., auront disparu parce qu'elles vont ressurgir. Je crois que nous avons les cartes en main après ce confinement, sachant qu'il a accentué des choses que, en humanité, nous avions un peu perdues. Le fait de s'émerveiller de chaque instant. Eh bien, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas uniquement vrai dans la vie privée, il va falloir aussi l'importer dans la vie professionnelle. L'altruisme aussi, ça va être un levier de changement formidable, mais pas l'altruisme, comment dirais-je, à l'eau de rose. C'est reprendre en compte l'autre, et c'est valable dans le milieu professionnel. Faire de la place en soi pour accueillir l'autre. C'est en clair, arrêter de faire du milieu professionnel un lieu de rivalité. On nous a dressés, entre guillemets, pour être dans la compétition et le conflit. Eh bien non, il va falloir être davantage dans l'inclusion. Et puis, n'oublions pas que ce Covid, eh bien, il nous a rappelé la conscience d'une humanité universelle qui donne à la fois du sens à chacun, mais qui va peut-être créer un rythme de vie collectif. Donc, en conclusion, je ne suis pas sûr qu'il y aura un grand soir, mais ce que je sais, c'est que nous avons tous les ingrédients en main pour faire changer rapidement ce qui n'était plus supportable dans les entreprises avant la crise. Voilà, est-ce que je réponds à des questions maintenant ou c'est après ? Ah, il n'y a pas de souci alors. Très bien. Ok, ça marche. Alors, je rebondis du coup sur ce que dit Didier, quand tu parles effectivement de l'humain comme étant l'élément essentiel aujourd'hui encore plus qu'avant par rapport à ce contexte de crise qu'on connaît tous, puisque effectivement, moi j'interviens sur les clés pour pouvoir effectivement remobiliser les équipes dans cette relance d'activité. J'ai envie de partager avec vous trois grandes clés qui permettent effectivement de relancer la machine humaine au niveau de ce contexte. Mais le préalable, tu l'as très bien souligné, c'est bien évidemment l'humain. D'ailleurs, le MEDEF a sorti un guide de relance de l'activité et la première chose effectivement qu'il met en avant dans ce guide, c'est l'humain en premier. Alors pourquoi l'humain en premier ? Parce que bien évidemment, dans un contexte comme on connaît aujourd'hui, VUCA, encore plus qu'avant, VUCA, volatile, incertain, complexe et absolument ambigu. Ce contexte de crise qui crée l'anxiété, l'angoisse et des sentiments exacerbés auprès de tous, que ce qu'on soit dirigeant, collaborateur, peu importe, on ne peut pas ne pas en tenir compte. On ne peut pas le laisser à la porte de l'entreprise. Ce n'est pas possible. C'est la première chose qu'on va pouvoir adresser avant effectivement de faire quoi que ce soit. On a tous effectivement connu dans cette période-là ou des traumatismes, ou de la colère, ou de la tristesse, ou de la peur, qui sont les sentiments les plus exacerbés qu'on connaît lorsqu'on connaît un choc, la fameuse courbe du deuil. Chaque manager, chaque dirigeant doit pouvoir adresser ces émotions-là. Les adresser, ça veut dire quoi ? Tout simplement les écouter. On a effectivement connu tous à titre personnel des moments très durs. On sait que c'est important effectivement de pouvoir les évacuer, cette période, ces sentiments très forts qu'on a. La meilleure chose que peut faire un dirigeant, un manager, un collègue aujourd'hui quand il voit effectivement un collaborateur qui a du mal à gérer ces sentiments-là, c'est l'écouter. Ne rien dire, juste l'écouter. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, qui est aussi importante,
c'est dans un cadre effectivement professionnel, le fait effectivement de pouvoir mettre en place des conditions de travail adaptées à chacun, parce que chacun a vécu ce traumatisme et ce choc différemment, c'est absolument essentiel. C'est sur la pyramide de Maslow, le basique. Quelles conditions je dois pouvoir avoir dans ma reprise du travail, qu'elle soit en télétravail, qu'elle soit dans mon bureau, qu'elle soit physique, peu importe, pour qu'effectivement je puisse repartir au mieux. Une étude d'OpinionWay dit que 44% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Donc près de la moitié des salariés sont, lorsqu'ils répondent à cette étude, en situation de détresse psychologique. Ça veut dire clairement, effectivement, que c'est d'abord la première chose qu'on va pouvoir faire. J'avais donné à Yann la courbe du deuil. Est-ce que tu l'as pour qu'on puisse juste la passer? Voilà, de manière effectivement, peut-être juste à illustrer mon propos, qui est un outil extrêmement simple, basique, que n'importe quel manager doit pouvoir avoir dans sa boîte à outils pour effectivement accompagner ces 4 grandes étapes qu'on peut connaître lorsqu'on connaît un choc. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? C'est possible de la voir à l'écran? Elle est à l'écran? Ah, ok, très bien, je ne voyais pas. Parfait, très bien. Et donc, cette courbe de deuil, effectivement, montre que lorsqu'on connaît un choc, c'est ça, lorsqu'on connaît un choc, il y a effectivement quelques sentiments forts que connaît tout un chacun, que d'abord le déni, on l'a tous vu, que ce soit les politiques et nous, non, c'est pas possible, qu'on soit tous concernés, qu'on puisse mourir, qu'on soit enfermés pendant plus de 2 mois dans un endroit contraint. Donc c'est ça le déni qu'on a tous connu. La peur qu'on a, pareil, je pense tous vécu et qu'on a encore aujourd'hui, la peur de reprendre le boulot, d'être contaminé, la tristesse, la colère, et puis effectivement ensuite l'acceptation. Bref, le fait effectivement de pouvoir identifier ces états-là permet de pouvoir les accompagner, de pouvoir les reconnaître et de pouvoir considérer finalement celui qui le vit. Voilà. Oui. Oui, Yann. Du coup, je suis revenu dans un mode absolument dégradé. Je suis désolé. Pardonnez-moi pour cette interruption technique. Donc c'est un process finalement, c'est ce que tu nous dis, c'est que pour sortir grandi de cette crise, il va falloir faire un process. Comment est-ce qu'on peut avancer dans les phases pour finalement atteindre le point de bascule qui va conduire à la résilience et comment est-ce qu'on peut peut-être tenter d'accélérer l'accession à ce point? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts comme John Cotter, qui je crois que j'ai aussi envoyé la slide, un bouquin qu'on devrait tous lire, qui s'appelle Alerte sur la banquise. C'est un expert de la conduite du changement. Lorsqu'on connaît effectivement ces périodes de crise et de changement, il y a des réflexes à avoir qui permettent de pouvoir embarquer les équipes avec soi et de pouvoir effectivement atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Bon, il y a 3 grandes étapes, grosso modo, par lesquelles on peut passer effectivement pour pouvoir accélérer tout ça. La première, Yann, je réponds à ta question, c'est déjà la vision. Même si effectivement on est dans un contexte de crise, même si effectivement la visibilité elle est courte, même si on est dans un épais brouillard, justement, brouillard pour le dirigeant, brouillard pour tout le monde, finalement, on ne sait pas à plus de 2 mois ce qui va se passer, ben, c'est encore plus important de pouvoir effectivement avoir un cap et de pouvoir on va dire, adhérer à un cap, avoir un guide qui nous dise voilà la direction où on doit aller. Et c'est parce qu'effectivement, à travers ce brouillard, j'ai une direction, je suis un guide qui me donne effectivement là où on doit aller, je vais pouvoir me mobiliser, y croire et me réveiller pour y aller. Donc la vision, elle est absolument essentielle, c'est le préalable. Quand on parle de vision, et là je veux bien, si on veut passer juste le slide de la vision avec mission et objectif. Quand on parle de vision, on ne parle pas d'objectif, on ne dit pas, finalement, les gars, on va pouvoir aller rattraper les 10% de chiffre d'affaires qu'on a perdu avec le confinement. Pardon, Yann, j'avais le retour de... Ouais. Donc oui, quand on parle de vision, on ne parle pas des objectifs, on parle vraiment d'une vision qui soit engageante. On parle effectivement de la vision
que doit avoir un dirigeant et un chef d'entreprise à laquelle on a envie de croire, qui est de participer à un projet qui nous donne envie effectivement de nous réveiller le matin et d'aller confronter tout ce qu'on peut connaître dans les transports, etc. Voilà. Quand on parle de vision, il pourrait répondre à ton premier point. Le deuxième point, qui est vraiment important, dans cette période effectivement de crise et de guerre, si on doit reprendre le terme d'Emmanuel Macron, on a besoin d'avoir une garde rapprochée, d'avoir des alliés sur lesquels on peut compter. Et ces alliés, ce sont ceux, pas forcément les membres du comité de direction, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Didier, ça peut être simplement des gens dans notre entourage, des collaborateurs qui sont crédibles, compétents, qui croient au projet et qui, eux, ont permis effectivement de pouvoir contaminer les autres, de pouvoir aller chercher le projet, les objectifs qu'on a, nous, en tant que dirigeants, pour effectivement entraîner tout le monde. Et la parole des alliés, elle est beaucoup plus puissante que le dirigeant en lui-même pour pouvoir embarquer les troupes. Et pouvoir identifier ces alliés sur lesquels on peut compter, c'est absolument essentiel. J'ai l'exemple d'une enseigne qu'on a accompagnée avec 500 magasins qui devait mettre en place tout un projet de transformation digitale au niveau des réseaux de vente, mettre en place un parcours digital avec un effet wow donné aux clients, que ce soit sur le web que dans les magasins. 100% des concessionnaires étaient absolument contre le projet au départ, avec des menaces de syndicats montés pour effectivement bloquer le projet. Tout simplement parce qu'on a juste oublié un petit détail, c'est effectivement de voir quels sont les alliés, ceux sur lesquels on pouvait s'appuyer, quels allaient être ensuite les porteurs de ce projet, ceux qui allaient contaminer les autres. Et le fait effectivement de pouvoir ensuite l'identifier, leur permettre d'être les premiers pilotes, d'avoir les premiers succès et que ce soit eux qui donnent envie aux autres, ça a permis du coup effectivement de pouvoir embarquer les 500 autres qui nous ont dit au bout de quelques mois finalement qu'on n'allait pas assez vite dans le projet de transformation digitale. Donc tout ça pour dire que ce groupe des alliés est absolument essentiel lorsqu'on veut effectivement repartir et relancer l'activité et en tout cas aller atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis le dernier point, de pouvoir impliquer les équipes. C'est essentiel, je pense qu'on le lit partout. C'est pas juste, une vue de l'esprit. Lorsqu'on a effectivement cet épais brouillard où on n'a pas forcément la connaissance de toutes les réponses, plus on va s'appuyer sur les équipes qui connaissent le terrain et qui ont les solutions, plus on va construire avec elles et plus effectivement ça va créer une mobilisation forte. Plus on est loin du terrain et moins on a la réponse. Oui, Yann. Voilà, c'est ce que tu devais nous faire. J'entends pas bien. Non, je m'entends pas bien, c'est horrible. C'est terrible. Oui, c'est mieux là. Il faut changer la manière. Voilà, ok. Est-ce qu'il faut changer la manière qu'on a de communiquer finalement avec ses salariés? Tu parlais de cette histoire où on doit trouver des alliés, on doit avoir des pilotes qui vont nous permettre, qui vont être prêts au changement. On connaît effectivement la courbe. Il y a ce qu'on appelle le early adopters qui sont enthousiastes à l'idée de faire du changement pour pouvoir donner l'exemple aux autres. Mais est-ce qu'à un moment, il faut changer la manière de pouvoir communiquer avec ses salariés et surtout quelles sont les valeurs de base sur lesquelles on va devoir communiquer? Ouais, alors effectivement, lorsqu'on est dans une période comme celle-ci de changement profond et de crise, pas de souci comme celle-ci, il y a aussi, on va dire, un réflexe de base, c'est de pouvoir communiquer et communiquer. Plus on va pouvoir être transparent, tu parlais de leader authentique tout à l'heure Didier, plus on va être transparent dans la communication et même si on sait quelque chose, et plus effectivement les équipes vont comprendre et avoir du sens par rapport à l'action que l'on va pouvoir faire. Et ça c'est super important. Beaucoup trop de collaborateurs, on l'a entendu, lorsqu'ils étaient effectivement confinés ou en télétravail, avec très peu d'informations sur l'entreprise et ce qui s'y passait. Donc c'est absolument essentiel effectivement de pouvoir sur un petit peu régulier, que ce soit des chats, des mails, des réunions, peu importe le format, mais donner des informations sur où on va, comment on y va, des résultats,
et aussi pouvoir écouter les remontées avec cet effet effectivement dans les deux sens qui sont importants pour que chacun y croit en fait. C'est absolument essentiel. Horizontaliser, finalement le fait de s'écouter tous, d'avoir un vrai dialogue entre le management et les collaborateurs, est-ce que ça va peut-être permettre aussi de faire émerger de la richesse intellectuelle dans l'ensemble de l'entreprise et peut-être d'amener une vraie valeur créative à l'entreprise? En fait, on a une formidable opportunité à travers cette crise. C'est que toutes les entreprises, effectivement, qui n'ont pas encore complètement enclenché cette dynamique d'intelligence collective qui permet effectivement d'aller puiser la richesse et les talents là où ils sont, et pas seulement auprès de quelques-uns, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Pourquoi? Parce que les équipes, elles n'ont qu'une envie, c'est ça. Aujourd'hui, la majorité des collaborateurs, lorsqu'on leur pose la question, quelle que soit effectivement leur génération, disent que ce qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance et qu'on leur fasse confiance, qu'on les responsabilise. La majorité des collaborateurs, c'est ce qu'ils attendent. On a une super opportunité, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas les solutions, il y a des choses effectivement à inventer, à réarbitrer, à réajuster. Les équipes ont les solutions, ils sont sur le terrain au quotidien. Donc, il y a effectivement des choses très simples à mettre en place lorsqu'on veut effectivement pouvoir confier des responsabilités aux équipes. C'est avoir un sponsor, commanditaire d'un projet, d'une action, peu importe, un chef de projet qui a à peu près les compétences, qui a la volonté d'y aller, des contributeurs qui ont des réponses, qui veulent contribuer pour pouvoir construire des solutions et engrancher des plans d'action, et puis des moyens, un peu de budget, et voilà. Et si on enclenche cette dynamique collective un sponsor, un chef de projet, des contributeurs et quelques moyens pour y arriver, avec effectivement des méthodes agiles, ça crée une dynamique collective et une richesse qui va sur des territoires et des résultats qui sont insoupçonnés. Voilà, il faut juste faire confiance et y aller. Donc finalement, il est complètement possible d'ancrer durablement les résultats du travail qui va pouvoir être fait là à la sortie de la crise, toute cette réflexion, et finalement de créer un cercle vertueux dans l'entreprise. Oui. Il n'y a pas grand-chose à changer, quoi. Alors, j'ai pas bien entendu la suite, mais voilà, de ce que vous dites, Yann, de ce que je comprends, effectivement, s'il y avait une chose pour moi à retenir, qui a effectivement été à chaque fois dans les différents projets qu'on a pu accompagner, le truc qui fait la différence, c'est pouvoir effectivement reconnaître, valoriser, fêter les petits pas, les petits succès qui font que ça donne confiance à celui qui l'a fait, aux autres qui le voient, et ça enclenche effectivement une dynamique vertueuse. Donc là, aujourd'hui, par rapport effectivement au contexte de crise qu'on connaît, les choses vont être beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. Les petits pas, les petits succès, on puisse effectivement les valoriser. Je ne parle pas d'argent, merci, c'est bien. La mise en avant, la communication, peu importe le moyen, c'est qu'effectivement, ça ancre. Ça ancre les nouvelles pratiques, ça ancre les habitudes et ça permet effectivement de donner l'exemple aux autres que lorsqu'on prend des initiatives et que ça paye, qu'on est reconnu, finalement, c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à moi et à l'entreprise. Et ça encourage à l'action. Voilà. Donc fêter les petits pas et fêter les petits succès. Voilà, et ça ne coûte rien de dire à quelqu'un qu'on est fier de ce qu'il a fait, qu'il a dépassé nos attentes et qu'on est heureux de travailler avec lui. Finalement, c'est vrai que ça ne coûte rien et ça permet peut-être de construire une nouvelle relation. Merci énormément, Patrice, pour ton intervention. C'était passionnant. Je suis encore désolé de n'avoir pas été là au démarrage. Je propose à tout le monde, si vous êtes d'accord, qu'on se tourne vers Franck. Alors Franck, tout à l'heure, Didier parlait finalement un petit peu de tout ce qui allait, de tous les emplois qui pouvaient disparaître prochainement. On parle vraiment d'une redistribution des cartes et donc il va y avoir des réels enjeux dans le recrutement. Donc comment est-ce que finalement, une fois qu'on aura passé la crise, on va pouvoir, j'ai envie de dire, faire que le capital humain prospère dans l'entreprise. Oui, bonjour à tous. Bien, merci pour cette invitation et pour rebondir à ce que tu dis, Yann.
Effectivement, comme nous le savons, le capital humain sera une des clés de réussite des entreprises au sortir de cette situation exceptionnelle et inconnue. Donc les entreprises, je pense, elles sont amenées à se repenser. Ces crises sans précédent ont été contraintes actuellement et seront contraintes à redéfinir de nouvelles stratégies, de nouvelles priorités, à repenser leur structure, le mode managérial et par voie de fait le recrutement. Mais comme on le sait, ça dépendra à la fois de leur trésorerie, mais également de leur prise de conscience que rien ne sera prévu comme avant. Donc, le système de production, les repères mutent, l'impact direct du Covid est très fort sur les salariés, sur le capital humain, sur les forces de production. Bon, depuis l'instauration du confinement, pour endiguer la pandémie du corona, nos habitudes ont changé. Bon, sont apparus des nouveaux mots, des nouvelles habitudes. Confinement, télétravail, chômage partiel, Teams, Zoom, Skype. Ce sont des noms, tous les nouveaux noms de réunions. On zoome pour un oui ou pour un non, on se télésalue, on se fait des télépauses, on se télédéconnecte. Bon, la frontière entre la vie professionnelle et vie privée vraiment a fondu. Et les grandes modes, on a eu le 1er mai qui aurait été une téléfête, la téléfête des travailleurs. Bon, ces habitudes prises, et là je crois que c'est important sur l'après, pendant le confinement, que ces habitudes risquent de perdurer, même après le 11 mai. Les travailleurs, ils ont installé une forme de routine pendant le confinement, apprenant à vivre enfermés. Si les premiers jours ont été difficiles, certains d'entre nous ont conservé les mêmes et nouvelles habitudes. Donc le constat, aujourd'hui, en revanche, il y a quand même quelque chose d'anxiogène qui se profile, c'est qu'on parle de l'effondrement des bourses, une économie nationale et mondiale qui tousse. On parle de tsunami de licenciements dans la presse, donc c'est quand même très anxiogène. Et ce n'est pas pour rendre optimiste, je dirais, les collaborateurs. Bon, il faut bien entendu s'attendre à qu'il y ait, je dirais, des plans de licenciement qui peuvent être assez importants, puisqu'on parle, je dirais, de pans entiers d'économie qui risquent de disparaître ou souffrir. On parle du tourisme, le monde des loisirs, la culture, les parcs à thème, les zoos, les musées, les constructeurs automobiles, et cela risque, je pense, être encore plus radical chez les équipementiers de rang 1, mais surtout les équipementiers de rang 2 et 3, qui sont constitués de PME et TPE. On ne parle que des grandes entreprises, mais il y a aussi tout ce terroir, tout ce réservoir de PME, TPE très innovantes qui vont plus que souffrir. L'industrie aéronautique, même phénomène que chez les constructeurs, ça va plonger. Sonnette d'alarme chez Airbus, Boeing, et on estime qu'il faudra 2 années à cette industrie pour s'en remettre. Bon, alors là, je ne parle pas du secteur de la distribution et plus spécifiquement le retail, le chiffon. Il y a des enseignes de mode qui vont disparaître et pas des moindres. Il y a déjà eu quelques soubresauts en Grande-Bretagne. Bon, bref, mais ce qu'il y a et pour conclure sur cette énumération de secteurs, ce sont les industries manufacturières ayant une taille critique de 50 à 200 salariés, non adossés à un groupe, monomarché ou presque, et ayant des moyens limités en matière de R&D. Donc il faudra vraiment se faire à des plans sociaux qui seront appliqués pour qu'une entreprise survive, ou pour certaines, et là je rebondis sur ce que disait Didier, ce qui est plus, je dirais, ennuyeux, c'est pour sauver leur EBITDA ou les dividendes des actionnaires. Donc en dépit, malgré tout, d'un horizon a priori peu optimiste, mais réaliste, il est primordial d'aller de l'avant. Et là, vraiment, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des entreprises, des politiques, de cette prise de conscience. Il faut aller de l'avant. Quels seront les enseignements que nous allons tirer de l'épidémie du Covid? Oui. Qui met à l'arrêt toute partie de la planète. C'est ce que j'allais te demander. Pardon? C'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire effectivement quels enseignements on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut rebondir, puisque le constat que tu dresses est assez sombre. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir finalement sur cette situation que pour l'instant on subit? Voilà, tout à fait, pour subir. Donc, je vais pas. Ce qui est important, c'est une prise de conscience des entreprises. Il faut que le capital humain soit au cœur, au centre, je dirais, des prédispositions et des intérêts de l'entreprise. Pour éviter une telle situation, je pense il faut observer. Il y a 5 grands chapitres
pour laquelle l'entreprise doit, je dirais, se focaliser. Des axes majeurs, un questionnement. Ces questionnements, c'est celui de l'organisation et la réorganisation du travail. Puisque, effectivement, le Covid, ça, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, il y a eu énormément de bouleversements sur les structures, sur les modes opératoires et sur les attentes des collaborateurs. Donc, les questions à se poser, c'est, là, je n'apporterai pas de réponse. Et après la crise, est-ce qu'on peut maintenir la possibilité d'une organisation de travail plus souple? Puisque là, il y a eu évidemment un changement dans les mentalités, dans le faire-faire. Est-ce que est-ce que les entreprises ont anticipé la transformation des modes de travail et services? Autre grand chapitre, c'est l'engagement du collaborateur. Je pense qu'il est important d'envisager toutes les pistes d'action qui visent à sécuriser les collaborateurs à court, moyen et long terme, assurer une mobilisation et leur fidélisation dès le premier jour de la reprise. Puisque beaucoup vont se poser de questions et la reprise, elle est pour bientôt. Tout le monde attend cette reprise. Elle est pour le 11 mai. Le 11 mai, c'est demain. On ne sait pas comment elle se fera, mais dans quelles conditions. Mais dans, je dirais, l'inconscient et dans le conscient collectif, on reprend tous le travail le 11 mai. Ce qui est très important, je parlerai de chapitre 3, c'est celui du management. Là, c'est repenser et définir les modes de collaboration. Ça, c'est très important, je pense, puisque je dirais, le télétravail, le temps partiel, a donné, je dirais, un échange et une prise de position différente sur le management des collaborateurs. Tout ça, c'est autour de la marque employeur. La marque employeur, c'est après cette crise et durant cette crise, là, l'entreprise doit redéfinir sa raison d'être. Donc, ce sont des sujets, c'est un chapitre sur lequel on doit travailler pour aller plus en avant. On doit donner envie aux collaborateurs de rejoindre, de rester dans son entreprise. Et enfin, avec cette crise qui a eu lieu, avec ces modes opératoires, c'est comment attirer, puisque automatiquement l'économie devrait repartir, cela ne fait aucun doute, comment attirer vraiment les futurs recrutements. Voilà comment les choses peuvent se passer. Bonjour, alors moi je suis Olivier, je suis l'associé de Yann. Comme il avait un petit souci technique et je crois qu'il est en train de redémarrer son ordinateur. Alors moi je trouve très intéressant toute cette approche. Alors tu commençais par faire un petit peu peur en disant on dressait un bilan qui est assez où on est tous dans l'inconnu. On est tous en tant qu'employeurs, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, nos équipes se posent des questions et je peux vous dire que les différents points que vous évoquez sont des points qui sont concrètement, j'allais dire, de notre quotidien d'entrepreneur. Donc c'est vrai qu'il va falloir redonner une vision. La grande difficulté que je trouve se présente à nous, c'est donner une vision à court terme et maintenir une vision à moyen terme, sans que, en tant que management, on en ait toujours une vision très claire. C'est-à-dire, c'est là un petit peu la dualité de comment donner une vision quand on n'en a pas toujours soi-même, en tant que manager d'équipe, en tant qu'entrepreneur. Oui, donc cette vision, il faudra prendre en compte comment, je dirais, les collaborateurs ont vécu cette crise, puisqu'il y a eu quand même un phénomène très important, c'est celui du télétravail. Pour ceux qui n'étaient pas, je dirais, postés en production, c'est que les gens, pour certains d'entre eux, c'était assez productif. Ils se sont sentis aussi productifs qu'au bureau. Ils arrivaient à faire des choses sans avoir un management direct. Ils ont pu se passer d'un chef. Ça, c'est quand même important. Donc là, ils ont acquis une certaine liberté. Donc par rapport à cela, le mode managérial devra changer. Ce qui est aussi révélateur au niveau de cette crise, des gens se sont révélés. Ceux qu'on n'attendait pas ont su être agiles, ont su, j'irais prendre à bras le corps l'ensemble de la situation, tandis que ceux qui occupaient des fonctions d'encadrement
certains se sont cachés, certains n'ont pas su faire face. Et c'est là la bonne surprise aussi au niveau des ressources humaines, c'est que certains collaborateurs que l'on n'attendait pas ont prouvé qu'ils avaient du talent. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient, je dirais, faire face et répondre aux attentes au cours d'une situation qui était tout à fait différente. Donc là, c'est un engagement très fort. Et je pense que le fait de pouvoir compter sur des personnes qui étaient tout à fait différentes, c'est un plus. Donc ça, c'est l'aspect positif. Alors, Yann est encore là. Alors Yann est revenu. Ouais. On va voir si son son remarche un petit peu mieux. Alors, Alors c'est vraiment. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. C'est un vrai bonheur. En fait, je dois être la seule personne de ma ville à pas avoir la fibre en réalité. Donc finalement, en fait, on révèle des choses entre des gens qui ont pu se révéler, des gens qui ont pu disparaître. Vraiment, tout change. Il y a des souffrances qui sont apparues, il y a des joies qui sont apparues. Comment est-ce qu'un manager finalement peut à quelle grille de lecture est-ce qu'on peut, en tant que manager, identifier les choses et finalement tirer le meilleur parti de tout ça et faire en sorte de ne blesser personne au retour finalement. Il y a vraiment quelque chose de très fort autour de ces héros qui étaient là pendant et les autres, etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'accueillir tout le monde et de donner à chacun sa place? Ça, effectivement, c'est le rôle, je dirais, de l'entreprise de bien redéfinir et surtout de prendre en compte les souffrances qui ont eu lieu pendant ce Covid, puisque, je dirais, le salarié ne va pas forcément voir les choses comme avant. Il va subir, pour certains, ils ont eu beaucoup de souffrances psychologiques. Allô? Je vous entends. Oui, on t'entend. Tu m'entends? On t'entend bien. Ouais, on t'entend bien, tu es en direct. Tout va bien. Ah. Tout va bien, ça marche. Ça y est, oui. C'est bon. Tu parlais donc de souffrances psychologiques vécues pendant le confinement. Oui, il y a eu il y a eu comment dirais-je, un sondage qui a été fait, puisque les télétravailleurs 86% éprouvent des craintes, à peu près, pour leur propre avenir et pour celui de l'entreprise. Et surtout, au cours de ce confinement, 30% à peu près, c'est ça, des travailleurs estiment qu'ils ont eu, je dirais, des chocs psychologiques et des chocs de santé. Alors, est-ce que une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est finalement redéfinir sa culture d'entreprise? Je crois que Franck a vraiment disparu cette fois. En fait, je pense que là où on va en venir, c'est de dire que pour éviter une situation comme celle-là, il est important de travailler vraiment sur la culture d'entreprise qui peut être centrée sur l'humain. Alors, je sais que Franck, on ne l'a plus, Patrice, on ne l'a plus, mais on a Didier. Didier, tu es là. Oui, on t'entend bien. Est-ce que tu veux peut-être prendre le relais rapidement? Oui. Alors, je suis désolé, là, ça fait 2 jours que ça marche hyper bien, et puis il y a tout qui tombe sur nous. Mais justement, une culture d'entreprise, comment ça se crée? Et comment est-ce qu'on peut monter une culture d'entreprise sans faire du CBO, du Chief Bullshit Officer, ce que tu disais tout à l'heure? Comment est-ce qu'on peut donner un réel sens de l'humain dans l'entreprise sans pour autant être sur des choses totalement vides? Peut-être avant de répondre précisément à cette question, je crois que ce qui va être en jeu, là, dans les mois à venir, parce qu'il faut vraiment raison garder sur tous ces grands sujets de transformation d'humain, etc., c'est qu'effectivement, on prévoit 7,3% de baisse du PIB en 2020,
avant un rebond de 6,3 en 2021. Donc, on sait que c'est un trou d'air qu'on va devoir subir. Donc, les entreprises vont être jugées à l'aune de leur exemplarité humaine. Donc, il faudrait que les dirigeants aient le courage de faire un arrêt sur image, pour véritablement repartir avec de nouvelles règles, y compris en remettant à plat les objectifs des salariés. Parce que un cadre, ou non-cadre d'ailleurs, qui arrive le 11 mai en ayant la même grille de lecture en termes d'objectifs à l'année ou autre qu'avant la crise, évidemment, il va paniquer. Donc, il faut avoir le courage de remettre à plat les objectifs. Il va falloir avoir le courage aussi, comme disait Patrice, de faire appel à l'intelligence collective. Il ne faut pas que les dirigeants s'enferment dans leur tour d'ivoire en pensant qu'ils seront les seuls à avoir les bonnes idées. C'est-à-dire que les salariés qui ont réfléchi à leur avenir, qui ont réfléchi à leur job, eh bien, c'est un laboratoire d'idées extraordinaire qu'il faut aller écouter. Donc ça, c'est un point très important. Donc, pour revenir à la culture, elle ne se crée pas. Globalement, c'est l'ADN. Le tout, c'est que malheureusement, on a trop tendance à faire de la cosmétique culturelle pour être dans l'air du temps, pour utiliser les bons mots, etc. La culture, c'est l'engagement de la marque. Que porte la marque en termes de vision, en termes d'ambition, et qu'est-ce qu'elle incarne sur le plan humain? Dès lors qu'on est capable de répondre clairement et simplement, surtout, pas avec des mots sophistiqués, à ces questions, eh bien derrière, on est capable de repenser le vivre ensemble à travers des rites qui vont accompagner toutes les étapes de vie des individus dans l'entreprise. Ça commence par l'attractivité, le sourcing, le onboarding, l'encouragement. Il y a urgence à remettre à plat les systèmes d'évaluation. Je prends un exemple, les fameux entretiens annuels d'évaluation. Ça fait 15 ans qu'on sait que ça barbe tout le monde. Toutes les études le démontrent. Les managers, ça les gonfle de les faire passer. Les salariés, ils ont l'impression qu'il n'y a aucun retour. Et c'est discrédit des DRH parce qu'on ne voit pas comment ils moulinent les sujets. Alors que c'est important. Eh bien, il faut remettre à plat ça pour réinventer une vraie relation au fil de l'eau. Alors, on n'est pas forcément obligé d'appeler ça évaluation, mais en tous les cas, relation. Et puis après, il faut évidemment faire de la créativité en termes d'incentive. La carotte, ce n'est pas uniquement le fric. C'est important, hein, l'argent. Hein. Mais la carotte, ce n'est pas uniquement le fric. C'est la considération. C'est le fait de se sentir respecté. C'est le fait de se sentir accompagné. Donc, c'est pour ça que la culture, elle va jouer un rôle essentiel. Et je crains que beaucoup d'entreprises dans les mois à venir vont se discréditer en faisant l'inverse de ce qu'elles prônent dans leur joli rapport annuel, au profit évidemment du très 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 court terme dont je parlais dans mon débat tout à l'heure. Merci Didier. On a retrouvé Franck. Est-ce que tu m'entends? Il vient de redisparaître. Il vient de redisparaître, c'est génial. Il était là, il vient de redisparaître. En tout cas, Patrice est là. Ce matin, honnêtement, je me fais une réflexion ce matin que je vous livre. Vous savez, il y a des fois, alors avant d'atteindre le stade du burn-out, il y a des fois, on a le sentiment le dimanche soir, face à la semaine qui arrive, de se dire j'ai besoin d'air. Et en fait, ce matin, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est comme si, en fait, cette crise du Covid, c'est toute la planète qui d'un seul coup avait dit j'ai besoin d'air. En fait, honnêtement, on aurait très bien pu, je suis désolé de dire ça comme ça, mais on n'arrête pas de tuer des gens par des tas de conneries. On fume, on mange des saloperies, on se tue sur la route, on se suicide, on travaille trop, etc., etc. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on a jugé que ces 15 ou 20 ou 30 000 morts, là, étaient, eux, inacceptables? Et pourquoi est-ce qu'on l'a jugé au point de vue global? Et donc, j'aimerais vous poser cette question, Patrice, Didier. Est-ce que finalement, cette pause a permis de reprendre son souffle, un petit peu comme
quand finalement on prendrait, comme on prendrait un arrêt maladie pour un moment, ou des vacances pour un moment se reposer. Et est-ce que vous pouvez imaginer que ce soit au niveau mondial ou d'un seul coup, après 100 ans de croissance, on soit dit « j'ai besoin d'air ». C'est bizarre ce que je dis, je le sais, mais… Patrice, tu veux répondre? Oui, je peux réagir. Je pense qu'effectivement, certains vont vous dire oui, effectivement, j'ai besoin d'air, d'oxygène, et chouette, je vais pouvoir effectivement me réoxygéner autrement et profiter, entre guillemets, de cette crise sanitaire, économique, sociale pour effectivement réapprendre à respirer autrement. D'autres vont, parce qu'ils ont été asphyxiés, ils auront les conséquences de cette asphyxie et ils le seront encore. Et je pense effectivement qu'il y a autant de réactions possibles que d'individus, entre guillemets, même si évidemment on s'est modélisé. Mais voilà, je pense que ce qu'on peut retenir, je crois, en tout cas à travers les différents sondages qui ont été faits, les différents retours et ce qu'on a pu entendre des uns et des autres, c'est que chacun vit la crise vraiment différemment et qu'on a tous des besoins très spécifiques par rapport à notre vécu. Et le plus important, certainement, justement, c'est de pouvoir en être conscient et que ceux qui nous entourent puissent pouvoir, que ce soit personnel ou professionnel, puissent pouvoir adresser effectivement ce besoin. Et plus on aura effectivement cette solidarité dans la réponse, et c'est ce qu'on a effectivement connu ces derniers temps, c'est cette solidarité, cet élan de solidarité qu'on a tous envie de pouvoir conserver, et plus finalement, que ce soit un besoin d'oxygène ou autre, on pourra bien être, comment dire, cette espèce de collectivité, là, cette union collective qui nous a rassemblés pourra peut-être perdurer parce qu'on sera à l'écoute des besoins des uns et des autres. Si je peux me permettre, pour compléter le propos de Patrice, je crois que ce qui est très intéressant dans ces 60 jours qui viennent de s'écouler, c'est la dimension universelle que l'on avait tendance un petit peu à passer par perte et profit via les différentes politiques selon les pays. Ce virus-là, il nous a tous remis à égalité. Il n'y a plus de questions de religion, de sexe ou autre, etc. Il touche tout le monde. Donc voilà. Donc globalement, la fraternité humaine universelle, elle est remise sur le devant de la scène. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cette fraternité? Alors, il nous rappelle aussi que nous sommes une composante naturelle du tout. Là, on ne va pas rentrer dans des grands débats ésotériques, mais on est un élément du tout. Et si effectivement la planète respire mieux parce que l'homme est à l'arrêt, il y aura des enseignements à en tirer. Et ce qui est, je pense, alors là, plein d'optimisme pour la suite, c'est j'espère que les populations vont de plus en plus rendre comptables les politiques sur les questions environnementales, sociétales, bien évidemment. Et là, alors particulièrement en France, parce que tous les soirs à 20h, on applaudit nos soignants, ce qui est formidable. Avant la crise, ça faisait plus d'un an que les urgences étaient en grève en France par manque de moyens, suite à des dérives des politiques sur l'économie hospitalière pathétiques. Bon, tout ça ne sera plus possible. Donc, il va y avoir véritablement un devoir d'engagement de la part des politiques sur l'environnement, ça va être un accélérateur, c'est évident. Sur le vivre ensemble, ça va être un accélérateur également. Sur la santé, ça sera évidemment. Et au-delà de tout cela, eh bien, quid de la place du travail dans tout ça? Nous avons fait un sondage le 14 avril auprès de 1200 actifs français. 84% des gens étaient impatients de retourner au travail. Quand on demande quelles étaient les raisons, 73% pour retrouver les collègues. Donc, le travail est un élément constitutif à part entière de la vie. Ce n'est pas à côté de la vie, c'est dans la vie. Mais la seule chose, c'est que quid de se vivre ensemble à redessiner. J'ai une question. Franck semble définitivement perdu, j'ai l'impression. Vous côtoyez des dirigeants, votre métier est de les conseiller. Comment est-ce que
vous le sentez? J'ai envie de dire vous, personnellement, Didier, Patrice, comment est-ce que vous sentez l'oreille justement des dirigeants? Puisqu'à un moment, il va falloir quand même que ça vienne d'en haut. Patrice? Encore une fois, effectivement, ça reste toujours des tendances. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des dirigeants se sentent... le mot qui me vient spontanément, c'est déboussolé, dans le sens, effectivement, c'est tellement inédit ce qu'on connaît aujourd'hui que finalement, les repères qu'on a sont complètement explosés. Et les réflexes qu'on devrait pouvoir retrouver, certains fondamentaux, ça questionne effectivement les fondamentaux qu'on devrait pouvoir garder. Voilà, est-ce que par exemple, je fixe des objectifs quantitatifs à mes équipes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je ne reste pas que sur la partie qualitative, compte tenu du contexte? Comment je fais pour les embarquer? Voilà, c'est des questions que tout un chacun se pose et que les gens se posent. Donc, oui, le premier mot qui me vient, c'est déboussoler. Et puis, avec la volonté, certainement, de pouvoir effectivement être aidé pour peut-être, effectivement, prendre du recul, parce que dans ce genre de situation, plus il y a du brouillard, plus c'est important, effectivement, de pouvoir prendre de la hauteur pour voir, effectivement, là où on va. Et cette volonté de prendre du recul, je la trouve saine, je la trouve vertueuse, et de pouvoir se dire, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a peut-être des experts, entre guillemets, qui ont des réponses, qui peuvent nous aider à en trouver. En tout cas, à défaut d'avoir des réponses qui ont effectivement le recul pour pouvoir accompagner et aider, avec des fondamentaux qu'on doit pouvoir mettre en place. Et ça, c'est plutôt sain et vertueux. Une forme d'humilité dans le je ne sais pas, qui pour moi, est positif pour avancer. Pour compléter le propos de Patrice que je partage en tout point, juste avant, des nouvelles de Franck, son Internet vient de lâcher. Donc, il se connecte par téléphone. Il vient de m'envoyer un petit texto. Oui, je partage le point de vue de Patrice en tout point. Il ne faut pas oublier qu'un dirigeant, c'est un homme ou une femme comme les autres. Donc, dans l'absolu, dans son humanité, il a vécu, évidemment, les questionnements qu'on a abordés. Et beaucoup se posent des questions, beaucoup prennent conscience qu'ils ont rendez-vous avec leur propre humanité, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'à un moment donné, on ne peut plus rester uniquement dans le costume du dirigeant. Et c'est effectivement là que certains font preuve à la fois de créativité, d'humilité, pour justement aller questionner d'autres modèles, aller faire un travail aussi introspectif sur eux-mêmes. Moi, je le vois, on est là dans les semaines et mois à venir, beaucoup sollicité pour un travail vraiment introspectif, pour dire, mais finalement, comment faisons-nous pour que tout ce qui est justement culturel, marque employeur, etc., ça ne soit pas bullshit. Et donc, quelque part, j'ai le sentiment, mais c'est presque un vœu, bien évidemment, que la dimension humaine va peut-être être davantage considérée dans les réflexions et les stratégies dans les mois à venir. C'est un vœu, je l'espère, l'avenir nous le dira. Il y a un point que j'aimerais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Didier et par rapport aux dirigeants effectivement qu'on accompagne, c'est, et ça fait chaud au cœur, c'est de voir finalement que dans cette espèce d'environnement très incertain et qui fait peur, il y a comme un réflexe de se dire finalement, je peux compter, je dois pouvoir et je peux compter sur mes équipes en fait. Et donc là, ce besoin finalement de pouvoir travailler ensemble et d'être dans cette intelligence collective, il y a comme un sentiment d'urgence qui fait qu'on n'a pas le choix. Et donc, ensemble, on est plus fort. Et donc, c'est quelque chose de très positif finalement pour ce qui se passe aujourd'hui que de se dire que si effectivement c'est confirmé et que ces dirigeants-là s'appuient effectivement sur leurs équipes comme elles semblent effectivement vouloir le faire, il y a fort à parier que la reprise va se faire de manière beaucoup plus efficace et rapide. Voilà. Surtout quand on a envie 75% de revenir travailler. Bien sûr, mais c'est évident. C'est évident parce que les équipes, il ne faut pas que les dirigeants sous-estiment la mobilisation dont leurs équipes sont capables de faire preuve dans la reprise. S'ils savent fédérer, rassembler, il peut y avoir une énergie inédite dans les entreprises,
Mais si on leur sert que le discours économique, il faut rattraper le retard, etc., cette mobilisation, elle va faire pitch. Et c'est un vrai défi pour les RH. On a beaucoup mis en avant les RH pendant le confinement parce qu'ils ont été un peu les grands organisateurs du travail, toujours dimension sociale, etc. Mais les DRH, là aussi, ils ont une opportunité de dingue à saisir. C'est de devenir les vrais animateurs de cette intelligence collective et transversale. C'est un peu des aiguillons. Et donc, le succès humain de la reprise sera aussi potentiellement un succès à mettre à l'actif des DRH qui seront sortis de ce rôle juridico-social au profit d'une animation transversale de l'humain dans l'entreprise. Alors, ouais, et Olivier, je lève mieux la main que toi. Alors, en fait, j'ai des questions de la salle et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à poser des questions directement dans le chat qui est là. Alors, en fait, il y a Teddy Wilhelm alors la question date d'il y a 1 heure, mais voilà, nous demande finalement comment est-ce que les dirigeants sont au courant de leur why, c'est-à-dire de la mission, vision des entreprises, et comment est-ce qu'elles peuvent, comment est-ce qu'un dirigeant doit aller le chercher, doit pouvoir le trouver s'il ne peut plus faire appel à une agence de com. Moi, je me permets de rebondir. La question est valable pour tout individu. Si tu ne commences pas par te mettre sur ton propre chemin introspectif pour savoir ce que tu es vraiment, eh bien, tu n'auras pas la réponse. Donc, il faut déjà que le dirigeant, moi je pars du principe que sur le why, effectivement, les dirigeants dans l'absolu n'ont pas besoin de consultants. Alors, bien évidemment qu'on peut les aider, bien évidemment qu'on peut servir de miroir, etc. Mais nous ne sommes que des porteurs de miroirs. Il faut être très humble quand on est consultant. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Kipling qui disait, si l'homme qui ne peut pas regarder le miroir ne peut pas espérer le traverser. Alors parfois, il faut des porteurs de miroirs, ça c'est clair, pour que le dirigeant accepte de se regarder. Mais au-delà de ça, c'est à lui, enfin quand je dis lui, à eux, de manière collective, et là je rejoins aussi un propos de Patrice tout à l'heure qui est très juste, pas uniquement au niveau du comité de direction, mais ça commence par le comité de direction, parce que s'il n'y a pas d'exemplarité là-haut, malheureusement toute la colonne vertébrale managériale, elle va être un peu bancale. Mais il faut aller chercher en soi, et là, l'association marque et raison d'être mission est essentielle. Parce qu'on parle beaucoup d'entreprises missionnaires. Alors ça aussi, c'est un terme qui a emboîté le pas à la raison d'être. Certaines sont exemplaires, comme le groupe Yves Rocher avec Brice Rocher, etc., mais qui habitent l'âme de l'entreprise. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de leadership spirituel. Une entreprise, c'est une communauté humaine. À partir de là, elle a une âme. Ce n'est pas simplement un compte d'exploitation avec une organisation, des missions, des tâches. Elle a une âme. Et donc, il faut être capable de la faire vivre, cette âme. Et donc, ça, il faut évidemment qu'on associe cerveau, cœur et tripes dans l'expression de cette âme. Donc, un dirigeant, les dirigeants, à un moment donné, ils doivent comprendre que leur vrai job, c'est difficile d'être dirigeant. Déjà, tout le monde n'est pas capable d'être dirigeant. On critique toujours les dirigeants. Mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'une immense majorité de dirigeants sont profondément humains. Profondément. Évidemment, il peut y avoir peut-être quelques pratiques un peu déviantes, mais il y en a très très peu, très très peu. Les dirigeants sont humains. Le problème, c'est qu'ils ont une telle pression de l'actionnaire qu'à un moment donné, évidemment, ils oublient leur humanité. Or là, la crise va être une opportunité pour montrer le talent créatif des dirigeants sur le why, justement. Oui. Alors, moi, je vais juste me permettre de me glisser dans la discussion parce que ça m'intéresse, franchement. Quand on est dirigeant, justement, alors quand on crée des entreprises, quand on met en place des entreprises, des stratégies, on développe des nouvelles unités et autres,
et ben souvent ça va prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on va imaginer des stratégies, on va sous-peser les coûts, combien ça va rapporter, combien de temps ça va mettre. Et en fin de compte, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que potentiellement, on se retrouve avec des business models qui ont été potentiellement remis en question. C'est-à-dire que certains, partiellement, il y a des entreprises qui vont avoir des parties de l'entreprise qui sont un peu chamboulées, qui vont devoir se réinventer. Et d'habitude, cette réinvention, il y a tout un travail de préparation, il y a des brouillons, ça peut prendre des mois, des années parfois. Et tout d'un coup, on doit le faire ensemble, en direct, avec des équipes qui sont déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà potentiellement une organisation en place, alors que vous ne savez pas toujours qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Donc, c'est ce côté, on va devoir se réinventer partiellement une partie d'un business model et toute l'unité de production, les équipes, les gens, l'entreprise est déjà là et prête à faire. Donc, c'est cette partie qui, peut-être en tant que dirigeant, me questionne, mais qui donne envie en tout cas d'y aller. Mais c'est juste que la manière dont ça se présente est particulière. Oui. Alors, qu'en pensez-vous? Alors déjà, je tiens à souligner. Alors, c'est là. Voilà. Alors, Yann tenait à souligner que Franck était revenu, mais il va nous faire des acrobaties. Et là, tout le monde a. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai tout perdu d'un seul coup. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai une question de Julie Mametz qui, en fait, finalement, pose cette question hyper intéressante de savoir est-ce qu'on n'a pas un risque qu'il y ait deux routes qui soient. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont, suite à tout ce qu'on a raconté là, pouvoir réellement retrouver du sens dans leur travail et réellement s'épanouir. Et les gens qui, ayant bien senti que finalement ils avaient des aspirations, vont développer de plus en plus à l'extérieur du travail ce qu'ils aiment et finalement se désengager de plus en plus de leur travail. C'est-à-dire que finalement, est-ce que la dichotomie entre les salariés engagés et les salariés désengagés ne va pas se creuser? Je ne sais pas si vous voyez un peu le fond de l'histoire. Oui, on voit bien. On voit très bien. Oui. Moi, on a beaucoup lu tous des témoignages de collaborateurs qui effectivement ont exprimé ça. Je pense notamment à un qui disait, pendant le confinement, il est parti à côté de la mer, dans sa maison à côté de la mer, famille, et qui envisage sérieusement d'y rester. Ils sont avocats, je crois, tous les deux. Effectivement, de déménager, de partir de Paris pour pouvoir finalement vivre là-bas, parce que le télétravail, on s'est rendu compte que l'on pouvait être tout aussi efficace en télétravail. Voilà. Donc, oui, très certainement. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, parce qu'il vaut mieux être engagé dans une cause auquel on croit en étant en dehors de l'entreprise et pourquoi pas partir, faire une passe vivre de sa passion ou même créer sa boîte, peu importe, plutôt qu'être désengagé dans une entreprise et y rester parce qu'il faut y rester. Donc oui, un grand oui pour moi. Mais c'est clair, et un grand oui pour moi également. La question de Julie est excellente. On va être face, comme je disais tout à l'heure, à un hymne à la liberté. C'est-à-dire que hier, on était dans la revendication, en étant dans une logique de contestation permanente, toujours dans l'idée des classes, etc., etc. Là, aujourd'hui, les individus, en dehors de tout cadre syndical, patronal ou autre, vont avoir la possibilité de reprendre en main leur vie, liée à ce temps salutaire de réflexion. Alors, il y en a qui passeront à l'acte, d'autres qui ne passeront pas à l'acte. L'enjeu pour l'entreprise est de tout mettre en œuvre pour que la majeure partie de ses salariés soit engagée. Et on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'y a pas le travail sur le sens, s'il n'y a pas le travail sur l'intelligence collective, etc., on risque d'avoir, je ne sais pas, X% d'engagés, X% de désengagés. Le problème, c'est que pour l'entreprise, en tant que communauté humaine, une des priorités, et notamment des politiques RH, va être de faire en sorte de minimiser au maximum les désengagés. Alors, il y aura des désengagés, entre guillemets, tolérables,
c'est-à-dire qu'ils se contenteront de faire le job et point barre. Et il y aura les désengagés pollueurs. Bon, bah, ceux-là, il faudra aussi être capable de les identifier pour, évidemment, discuter avec eux, pour éventuellement trouver une porte de sortie. Parce qu'une communauté ne pourra jamais être équilibrée s'il y a trop de pollution en son interne. Et souvent, on a tendance à faire une erreur lorsque, effectivement, on veut pouvoir engager la majorité des équipes. On a tendance à se concentrer sur ces fameux pollueurs-là, qui représentent, selon les statistiques, à peu près un tiers, souvent, lorsqu'on doit conduire un changement, les fameux résistants, les révoltés. C'est souvent ceux qui parlent le plus fort. Donc, c'est un tiers a tendance à se dire, mais on va essayer de les convaincre, on va essayer de les réengager. C'est l'erreur souvent qu'on fait qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut se concentrer sur les un tiers des alliés, ceux qui sont qui sont favorables au changement, qui croient, qui sont effectivement hyper mobilisés de fait. Voilà. Et donc, c'est sur ceux-là qu'il faut se concentrer et c'est eux qui vont faire basculer les un tiers d'indécis qui sont au milieu, ni pour ni contre, qui fait effectivement qu'on va toujours être dans cette courbe vertueuse du changement et de l'engagement. Voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter. Alors, je ne sais pas si Franck je crois que ça y est, cette fois on l'a définitivement perdu. Il a essayé un salto et ça n'a pas réussi. Ah bah, voilà, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment la matinée. C'est vraiment la matinée. Alors, on aura vraiment la matinée. Ça y est, Yann revient. Alors, moi, je vais me permettre de reprendre une des questions qui s'affiche sur le chat, une question de Anna, qui demande si ce n'est pas l'occasion de réfléchir à une redéfinition des organisations qui serait peut-être moins de hiérarchie, c'est-à-dire une organisation plus horizontale, plus dans la responsabilisation. Je crois que c'est ce qui a déjà été un peu dit, que justement, le fait que chacun ait travaillé un peu chez soi est un peu cassé un peu les lignes hiérarchiques. Est-ce que cette manière de fonctionner qui puisse être un petit peu moins hiérarchique va potentiellement survivre? Patrice, t'en prie ou je... Vas-y, Didier, je réagirai. Très clairement, bien sûr. Alors, bon, depuis 10 ans, vous savez, il y a eu quand même quelques modes qui vont dans ce sens. Hein. Vous avez dû entendre parler de l'entreprise libérée, etc. On est allé même très loin, des entreprises sans manager, etc. Il y a une réalité très factuelle, c'est que dans la majeure partie des organisations, les entreprises sont encore pyramidales. C'est-à-dire que vraiment les chefs sont en haut. Voilà. Il faut savoir que le triangle tête en haut, c'est le symbole du masculin dans toute sa puissance. Or, l'époque et les sociétés, pas que occidentales hein, d'ailleurs, hein, ont migré beaucoup plus rapidement que les organisations vers un rapport plus horizontal, plus fluide. Et donc, on appelle de plus en plus, enfin moi personnellement, je milite beaucoup pour la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'humilité, et il en faudra beaucoup pour diriger dans les années à venir, avec beaucoup d'humilité, on a la chance, ou le talent, ou le travail, le fruit de son travail, de pouvoir diriger une entreprise. Il va falloir comprendre qu'on n'est pas là pour s'asseoir sur les gens, on est là au contraire pour les pousser vers leur destin. Et donc, dans l'absolu, les entreprises vont devoir se réorganiser un peu dans ce sens, supprimer des lignes intermédiaires, parce que beaucoup d'entreprises, notamment des très grosses boîtes, ont empilé des lignes hiérarchiques, et ça devient très kafkaïen, parce qu'à un moment donné, vous avez des organisations qui sont devenues des systèmes, et ce ne sont plus les humains qui pilotent, c'est le système qui pilote, et c'est le système qui justifie tout. À tel point que il faut relire le château de Kafka. On est en plein là-dedans, dans beaucoup d'organisations. Ça, je pense que c'est derrière nous, en tous les cas conceptuellement, et qu'on va aller vers un allègement et ça va revaloriser de fait la reconnaissance au travail. Parce que, un peu par lâcheté, on distribuait des petites médailles, pas forcément à des méritants, et donc on a empilé des couches qui ne correspondaient plus à grand-chose aux yeux, entre guillemets, des équipes qui, elles, étaient opérationnelles sur le terrain. Donc je pense qu'on a une opportunité d'alléger les organisations vers un monde beaucoup plus fluide, un peu plus horizontal, ça c'est clair, que par le passé. Alors, j'ai une question par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on peut concilier
finalement ce qu'on va qualifier de méthode agile. Ce qu'on a vu, hier j'étais avec le patron d'une grande banque qui a dit on n'était pas du tout prêt à passer en télétravail et d'un seul coup, en 4 jours, la moitié de nos salariés étaient en télétravail et on a fait beaucoup mieux que l'ensemble de nos concurrents alors même qu'on n'était pas capable. Et il y a encore 2 mois, on était dans des négociations qui duraient depuis des années sur comment on allait pouvoir faire du télétravail. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'être agile, d'alléger les choses, tout en étant sûr d'embarquer tout le monde? Ta question souligne un point macro extrêmement important pour la France. C'est l'archaïsme du discours du dialogue social en France. C'est-à-dire que tous les sujets que les entreprises, mais aussi les institutions, ont dû faire face rapidement, de manière agile. Prenez par exemple les cours à distance dans l'éducation nationale. Il y a encore 2 mois, ça aurait été un sujet reporté au calendrier grec dans 5-6 ans, c'est impensable, etc. Pourtant, l'énergie des profs, leur passion, leur dévouement a fait que ça a été formidable dans plein de cas. Idem dans le télétravail. Donc, je crois que l'agilité repose sur un mot essentiel, la confiance. Et donc, il va falloir que les représentants syndicaux, que le cadre du dialogue social classique fasse aussi sa révolution. Parce qu'en France, on crève d'un dialogue social qui repose sur la lutte des classes, l'opposition, par la construction, etc. Eh bien, on voit par la preuve, là, que quand les gens de bonne volonté se mettent en mouvement, eh bien, les résultats sont extrêmement concrets. Donc, ta question d'agilité par rapport à toutes ces transformations, eh bien, elle renvoie à la nécessaire révolution du dialogue social à la française, qui aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est un des plus archaïques au monde. Mais bon, finalement, la nouvelle génération qui arrive change tout ça. Effectivement, on voit sur le terrain que les choses changent. Je me propose de conclure ce moment d'échange extrêmement intéressant et techniquement challengeant. Alors, ici, il y a quand même une question des jardins de Poucault alors, voilà. Est-ce que les gens sont prêts à passer à l'action? Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à s'écouter? Je vais prolonger juste un petit peu la question et comme ça on pourra dépasser l'heure, ça sera super. Finalement, aujourd'hui, un bon collaborateur ou un bon être humain, c'est quelqu'un qui fait un truc qu'il aime. Petit à petit, c'est quand on se rapproche de quand on arrive à mettre en cohérence ce que l'on est avec ce que l'on fait, qu'on arrive à accéder à une vie qui est chouette et où on est heureux, etc. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts aujourd'hui à plus s'écouter et finalement à sortir d'un espèce de carcan qui nous a dit va faire ça et à prendre le risque finalement d'aller vers eux-mêmes? Question compliquée. Patrick, en fait, toi qui viens de lancer ta structure. Viens, ça fait 1 an. Donc, oui, pardon. En fait, finalement, peut-être que les choses sont parfois plus simples que ce qu'on peut vivre ou se dire. Et j'ai un collègue une fois qui m'a dit « If you don't ask, you don't get ». C'est une phrase qui est toute simple, toute basique, mais n'empêche, ça marque. Et ben, ça a changé beaucoup de choses, moi, dans ma manière de faire les choses. Parce que souvent, on n'ose pas. Lorsqu'on est en plus une fille, une femme dans le monde de l'entreprise, on ose moins que les hommes, qui sont, comme disait Didier tout à l'heure, dans cette vision très pyramidale des choses. Et le simple fait d'oser dire qu'on veut plus de responsabilité, qu'on veut plus d'écoute, qu'on veut être plus impliqué, et le faire,
c'est déjà effectivement un premier pas vers le changement. Et souvent, c'est la représentation qu'on se fait de l'autorité, de son hiérarchie, de son manager, de ses collègues, qui fait qu'on ne va pas forcément le faire. Et finalement, les premiers freins, c'est nous-mêmes qui les mettons. Voilà. Donc, si déjà on enlevait la barrière des freins, de tous les freins qu'on se met en se disant juste, j'ai rien à perdre de le faire, d'oser demander, ça changerait déjà beaucoup de choses. Peut-être, moi, si j'avais une chose à dire, ce serait ça, juste oser faire, oser dire, oser demander. Et donc, juste pour finir, parce que ça, je voulais, c'est un truc que je voulais partager avec vous, parce que j'ai un collègue, une personne dans une autre entreprise qu'on a accompagnée, qui nous a dit un jour, qui a dit à ses managers, une phrase qui m'a marquée aussi, tu m'appliques, je m'applique, tu m'imposes, je m'oppose. Et ça, c'est pareil, tout est dit. Voilà. Pour rebondir sur est-ce que les gens sont prêts, on peut l'espérer. On peut l'espérer. Je crois qu'il faut surtout que les gens, chacun comprenne qu'il est maître de sa vie. C'est ça le plus compliqué. Parce que depuis qu'on est enfant, on nous fait rentrer dans des cases. Hein, on fait les bonnes études, si on en fait ou pas, etc. On rentre dans des cases. Donc globalement, on devient ce que l'on nous a programmé, entre guillemets, de devenir. Il faut avant tout prendre conscience qu'individuellement, on est tous maîtres de nos choix. Il faut juste, comme vient de le dire Patrice justement, il faut oser choisir. Il faut donc oser choisir aller vers l'autre, ce qui n'est pas évident, parce que surtout en plus en France, où on a une société qui est très fracturée sur le plan civique, il faut oser dépasser, mais il faut pour ça faire ses choix de vie propres. On parle beaucoup de résilience. C'est un grand concept, la résilience. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ce sujet de résilience. Moi, j'aurais tendance à dire, commençons déjà par vivre pleinement, au sens faire une bonne vie, au sens acceptation de l'autre, etc. Et donc, la confiance, la tolérance, c'est des éléments clés pour créer ce mouvement qui était sous-jacent à ta question. Ok. Madame, monsieur, Franck, qui n'a plus de net ni de 4G, effectivement, je vous remercie infiniment de votre participation. J'encourage tous les spectateurs à vous consulter, à leur demander de tendre le miroir et de tendre les solutions. Je pense que vous devez faire des miracles dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez. Et ça a été vraiment un honneur, un plaisir et quelque chose d'extrêmement enrichissant pour moi de pouvoir échanger avec vous ce matin. On va vous retrouver, alors l'audience, on vous retrouve à 15h pour une dernière conférence sur le thème du digital et de qu'est-ce que le digital finalement change dans nos vies. Mais vraiment, cette fois, ça y est, on est au XXIe siècle. En attendant, je sais pas, voilà, je vous fais des bisous, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à tous les participants aussi. Merci. Ouais, merci à vous, Olivier et Yann. Merci Didier. C'était très intéressant. C'était très intéressant et surtout, donc, lâchez les freins, soyez vous-même, ne vous bridez pas, allez-y, c'est cool. C'est ça. Merci à tous et pour ceux qui le souhaitent, on peut poursuivre sur les réseaux sociaux également sans problème, les échanges à votre disposition. Merci à tous et merci pour l'invitation. Merci. Et à 15h, alors tout à l'heure pour la prochaine à 15h. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Alors tout à l'heure pour la prochaine à 15h. Merci pour tout. Au revoir.